Ça, c'est un truc que j'avais lu énormément de choses sur les applis de rencontre. C'était devenu presque obsessionnel pour moi. J'avais dépensé beaucoup d'argent en plus dessus. Où j'essayais de comprendre en fait comment ils fonctionnaient et si ça fonctionnait vraiment. Parce qu'en fait, on entend toujours parler du 1%, des gens qui se sont retrouvés, les gens qui sont hyper heureux, qui se sont rencontrés sur des applis de rencontre. Mais les autres, c'est que de la souffrance. In Bed With. In Bed With. À la base, j'ai pas trop d'objets reliés à l'intimité. Après, je me suis rendu compte en fait que je suis cinéphile et du coup, n'importe quel film de comédie romantique pourrait être relié à la sexualité en fait ou relié à l'intimité. Mais j'ai ramené 500 jours ensemble, du coup, qui est 500 Days of Summer en anglais. Je l'ai vu des dizaines de fois ce film, vraiment beaucoup trop de fois. Je l'ai étudié à la fac aussi parce que j'avais un module de comédie romantique. Et là, c'était un peu le début j'essayais de comprendre en fait ce qui n'allait pas dans les comédies romantiques, ce qui était différent par rapport à la réalité. Et du coup, ça, c'était un premier moment, on va dire, de déconstruction de tout ça. Et du coup, j'ai écrit en fait mon dernier essai de 5000 mots pour finir l'année sur 500 jours ensemble. J'avais l'impression que 500 jours ensemble représentait une nouvelle masculinité parce que je trouvais que le mec, en fait, il était très doux quand même. Il est très nerdy, mais sans être agressif avec les autres, par exemple. Si on pense à Big Bang Theory, il y a ce truc où les hommes, même les hommes qui sont nerdy, qui sont geeks, qui sont très agressifs entre eux, ils se rabaissent entre eux, en fait. Ça crée d'autres cercles vicieux. Mais lui, il n'était pas trop comme ça. En plus, il avait ce truc il avait grandi, en fait, avec les films, avec les séries, et il avait idéalisé à 100% l'amour. Et du coup, je me reconnaissais à 100% dans ce mec. Et en fait, c'est assez drôle parce que j'aimais beaucoup sa façon, en fait, de voir l'amour dans le sens où il figeait vraiment les moments. Il y a ce truc où ça va en arrière et avant avec le temps. Et c'est vrai que l'amour aussi, quand on est en couple, on n'a pas trop tendance à le vivre les jours, mais plus on se rappelle de certains moments T en fait, dans l'année ou certains moments T dans le couple, que ce soit le bon et les mauvais moments. Et j'adorais aussi la façon dans laquelle, au début, en fait, par exemple, il y a un montage où il dit j'adore la petite tache de rousseur que tu as ici sur le cou, j'adore tes lèvres, j'adore tes oreilles. Et ensuite, quand ils ont cassé, ils réinterprètent ce montage en disant « Je déteste tes oreilles qui sont hyper pointues, je déteste ta tache de rousseur qui est hyper moche. » Et je trouvais ça hyper intéressant comment, en fait, ça montrait tout, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de comédies romantiques qui ne montrent pas tout, qui ne montrent pas, en fait, comment une relation commence, se développe et s'éteint. Et ce film, en fait, il le faisait. Et du coup, là, je me disais « Ah, en fait, c'est comme ça que ça se passe. » Parce que dans les comédies romantiques, très souvent, tu as ce truc de... La chasse, en fait, le moment en fait, où tu dois un peu convaincre les deux personnages de se mettre ensemble est plus importante que la relation elle-même. Et très souvent, en plus, les gens, ils n'ont rien en commun. C'est fou, en fait. Du coup, j'avais cette vision de l'amour quand j'étais adolescent et quand j'étais à la fac aussi, où c'était, c'est pas important, en fait, que vous avez des choses en commun, vous allez construire ces choses-là. Et c'est une conversation que j'ai eue avec mes parents aussi. Mes parents aussi, ils m'ont dit... non, mais t'es complètement con d'aller chercher une meuf qui aime le cinéma, qui aime les jeux vidéo, qui aime les livres. En fait, regarde-moi et ta mère, nous, on n'a rien en commun. Ou en tout cas, quand ils se sont connus, ils n'avaient rien en commun, ils ont construit quelque chose ensemble. Mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup parlé à ma mère aussi. Et je sens, en fait, c'est un truc qui manque, en fait, entre eux, en fait. Ils ont, oui, trouvé des passions en commun, mais le fait de ne pas avoir une base bien solide autre que la famille, un centre d'intérêt, ça change énormément. Et du coup, dans ce film-là, en fait, il y avait ce truc où lui, il idéalisait complètement la meuf, du coup, Summer. Il essayait forcément de cocher toutes les cases, en fait, de dire nous sommes en couple parce qu'on fait ça, ça, ça et ça. Mais en fait, de l'autre côté, la meuf, elle disait bah non, en fait, on est en couple si on en parle et on décide d'être en couple. Et moi, j'ai pas envie d'être en couple parce que c'est pas comme ça que j'imagine ma vie à ce moment-là. Bon, je vais spoiler le film. Une fois qu'il casse, en fait, elle, quelques mois après, elle rencontre un mec au pif pendant qu'elle est en train de lire un livre dans un café. On sait pas pourquoi, c'était le bon, et ils se marient, en fait. Et du coup, ces deux personnages, ils se rencontrent après à une soirée. Lui, bien sûr, notre personnage principal ne sait pas qu'elle est en train de se marier. Et du coup, il se pose plein de questions. Il se dit, mais comment ça se fait que quelques mois d'après, tu as rencontré le mec de ta vie, tu t'es mis en couple tout de suite avec. Et avec moi, tu n'as jamais su, en fait. Et du coup, elle est en mode, avec lui, en fait, j'avais pas ce doute-là. On s'est rencontrés et je savais tout de suite que c'était le bon. Et je trouvais ça hyper fascinant parce que ça, c'est un truc, en fait, qu'on peut pas vraiment expliquer, qu'on peut pas vraiment représenter aussi dans les livres, dans les films. Et dans la vraie vie aussi.
Je pense qu'on sort avec beaucoup de personnes et on essaye de se convaincre que ça peut marcher d'une façon ou d'une autre. Et on force les choses. Et parfois, ça peut te donner des traumas, parfois, ça peut te donner des trucs qui sont bons, mais très souvent, en fait, ça marche juste pas, je trouve. Parce qu'il y a ce truc de... c'est pas grave, en fait, si ça fonctionne pas. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui aussi où ils ne veulent pas forcément que les choses soient éphémères, que les relations durent un instant T et que ça se termine et c'est pas grave. En fait, ça vient aussi des films, cette idée de tu rencontres quelqu'un et c'est pour la vie, pas pour une année, pas pour 2 ans, pas pour 3 ans. Et maintenant, je vois de plus en plus des gens sur Twitter dire « Oh, mais la déprime d'imaginer quelqu'un qui passe 7 ans de sa vie avec quelqu'un et il casse, et après, il n'y a plus rien après. » Mais moi, je dis « Mais non, c'est pas vrai, il n'y a plus rien après. Tu peux rencontrer d'autres personnes, tu peux vivre d'autres choses. Mais en fait, c'est encore cette façon de idéaliser l'amour, idéaliser le couple d'une façon que, finalement, tu prends pas vraiment plaisir de l'instant, en fait. Tu es toujours dans la proscription, tu es toujours dans essayer d'imaginer comment ça va être plus tard. La projection, ouais. Exactement. J'ai vu un livre hyper intéressant sur ça, c'était le The Relationship Escalator. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est genre l'escalator relationnel. Ouais. Ou un truc comme ça, l'escalier relationnel. Où il disait, au fait, que dans les couples monogames hétéros, il y a ce truc de, il faut qu'on coche toutes les cases. On commence à sortir ensemble, après on va le dire à nos amis, après on va déménager ensemble, on va le dire à notre famille, après on décide peut-être de se marier, après on décide d'avoir un enfant, et après il n'y a plus rien. On est en vie, et après on meurt, je suppose, parce qu'on reste jusqu'à la fin de notre vie ensemble, et il n'y a plus rien en fait, parce qu'il n'y a vraiment plus d'étapes, parce qu'après on s'imagine, au max tu vas divorcer, rencontrer quelqu'un d'autre, et répéter toujours le même cycle, schéma, en fait. ouais. Mais t'as vu, c'est pas vrai, on en parlait il y a pas longtemps, Los Anos Nuevos, la série sur Arte? Non, je regarde pas beaucoup de choses sur Arte. Et bah, des choses. Franchement, regarde-la parce que c'est donc chaque année pendant 10 ans, un nouvel an. Le premier nouvel an, donc en 2014, ils se rencontrent. Et justement, je trouve que dans l'évolution des relations, c'est hyper beau parce qu'ils sont ensemble, puis ils sont plus ensemble. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui les a unis. En fonction des années, à un moment, ils sont tous les deux en couple avec d'autres personnes. Et tu vois les relations, la relation évoluer sur 10 ans. Et je trouve que c'est super beau parce que c'est super représentatif et surtout ça donne des nouveaux schémas, enfin sortir du schéma et de nouveaux chemins plutôt. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu dis, les couples hétéros, on a envie de coucher les cases et encore plus moi qui m'approche de la trentaine et qui a des amis qui sont dans la trentaine, j'ai l'impression qu'on est presque à se mettre avec quelqu'un pour réaliser le fait de vouloir des enfants, par exemple nous. On va trouver le bon père pour nos enfants, mais c'est pas pour autant qu'on va avoir une très belle relation passionnelle. Est-ce que aussi il y a la bonne personne? Est-ce que tu vas la rencontrer? Parce que c'est hyper difficile aussi d'être au bon moment avec la bonne personne dans le bon timing. Et surtout, qu'est-ce que c'est la bonne personne, encore une fois? Parce que il y a quelques années, en fait, j'ai été polyamoureux entre 2019 et 2024. Fin 2024, j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Après, on pourra y revenir si tu veux. Mais en fait, j'ai lu énormément de trucs. C'est très répandu aux États-Unis, encore pas énormément en France. En France, en fait, on a trop ce lien avec le libertinage, avec ce côté de avoir plusieurs partenaires, c'est forcément relié au sexe. C'est pas forcément, ça peut pas être relié à l'amour, en fait. Et ça, c'est culturel, c'est typiquement, historiquement français. Et après, moi, je suis italien. Le côté italien, on n'en parle même pas parce qu'en Italie, il y a trop de traditions, en fait. C'est trop la famille, en fait, la structure familiale qui est comme ça depuis tellement longtemps. Et le père de famille, il y a plein de choses à déconstruire en Italie. Mais juste pour dire que du coup en France, en fait, j'ai jamais réussi vraiment à trouver de clans, de groupes, de gens qui étaient polyamoureux, dans lesquels en fait on pouvait créer une espèce de safe space ensemble. Du coup, c'était qu'un safe space qui était en ligne. Des gens sur YouTube, par exemple, sur TikTok, etc. Et c'était très compliqué, en fait. C'est assez drôle parce que je pense que j'ai été plus rejeté dans toute ma vie quand j'étais polyamoureux plutôt que quand j'étais juste célibataire, monogame, normal, en fait. Parce qu'en fait, les gens, ils se posaient... En fait, c'était assez intéressant parce que j'en parlais beaucoup de ce que c'est le polyamour et de comment, en fait, j'ai beaucoup de problèmes avec les relations amoureuses monogames où, déjà, cette idée de possessivité, cette idée de on a possession de l'autre, cette idée de si tu imagines quelqu'un d'autre, si tu regardes du porno, ça veut dire que tu n'es plus attiré par moi. Il y a ce truc de... C'est beaucoup basé sur l'insécurité, c'est beaucoup basé sur la jalousie aussi. Chose que, par exemple, moi, je n'ai jamais eue. Et c'était assez bizarre. Même quand j'étais adolescent, j'étais jamais jaloux, par exemple, d'une copine que je pourrais avoir.
soit j'y pensais pas, soit en fait ça ne touchait vraiment pas à mon ego. Et c'est assez intéressant parce que j'en ai beaucoup parlé avec mes amis. Et la jalousie, c'est un truc qui revient très souvent comme truc qui contre en fait le polyamour. En fait, c'est plein de gens qui se disent je suis pas assez sûr moi-même que je serais capable de te voir heureux avec quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve ça hyper triste en vrai parce que c'est un truc dans l'amitié on le fait. Ouais. Je sais pas, moi, si je sors avec une amie et je dis à l'autre amie qu'on s'est vu, elle va jamais dire « Ah, mais pourquoi tu m'as pas appelé aussi ?» Genre, non, en fait, on était tous les deux, mais on a partagé des choses différentes. Et du coup, en fait, dans l'amitié, il n'y a pas ce genre de truc. Après, dans les amitiés qui ne sont pas toxiques. Parce que je sais qu'il y a des amitiés où les personnes sont en mode elles seraient comme ça. Où il y aurait ces trucs de possessivité. J'aimais beaucoup le polyamour parce que ça montrait en fait que la pluralité de l'amour, dans le sens on aime notre famille de la même façon qu'on aime nos amis, de la même façon qu'on aime nos partenaires en fait. Ça met tout au même niveau, il n'y a pas d'échelle de priorité. Et moi ça c'est un truc que je détestais vraiment. Dans le sens où pourquoi en fait si j'ai un ami, on se connaît depuis presque 15 ans, toi on sort ensemble depuis 5 mois, pourquoi toi tu devrais avoir la priorité en fait sur mon ami en fait, ou sur ma famille? Ça n'a pas de sens. Et même chose aussi, par exemple, quand on commence à construire une famille dans l'amour toujours monogame, où on est en couple, on est pacsé, où on est ensemble en tout cas, il y a ce truc de « Ah, il faut qu'on se partage pour les fêtes de Noël », par exemple. Et ça aussi, c'est un truc que je ne comprends pas, parce que pourquoi on devrait se partager lorsque moi, il faut que je montre à ma famille que je les aime toujours. On ne peut pas juste arrêter de les aimer de la même façon, juste parce que dans l'historique en fait, culturel des relations amoureuses, une fois que tu es en couple, il faut que tu oublies tout le reste. Ça devient la priorité, ça devient le truc le plus important. Et après, il y a plein de choses aussi patriarcales, il y a plein de choses capitalistes aussi que j'aimais pas trop dans le concept en fait, monogame, cette idée de, par exemple, aujourd'hui, vivre à Paris, en deux, c'est beaucoup plus facile. Mais non seulement c'est beaucoup plus facile, moi je pense que vraiment la société elle est structurée pour que ce soit indispensable en fait. Le fait de vivre avec quelqu'un. Et c'est pour ça que j'adore aux États-Unis, on entend toujours parler d'un groupe de meilleurs amis qui, à 40 ans, ils ont décidé d'acheter une villa et ils vivent tous ensemble. Mais j'adore ça, mais c'est trop stylé le concept. En fait. Mais du coup, en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a plein de trucs type comme les impôts, que c'est plus facile quand tu es en couple, quand tu es marié, quand tu es pacsé, etc. C'est pacsé pour baisser les impôts, ouais, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Exactement. Il y a trop de liens. Et du coup, ça me dérangeait énormément. En fait, et sur le mariage, encore une fois, le mariage, en fait, cette tradition qui à 100% vient de la religion aussi, que tu peux faire de façon non religieuse, mais ça reste quand même historiquement quelque chose de très religieux, quelque chose qui a des règles bien strictes, même si on ne s'en rend pas compte, et on y participe en fait. Pourquoi ? Juste parce que les autres le font en fait. Et du coup, ça aussi, ça me dérangeait énormément. L'idée aussi, par exemple, là, c'est en train de changer un petit peu, parce que j'ai rencontré pas mal de couples où ils gardent quand même leurs apparts. Ce côté de garder un petit peu son indépendance, sa liberté, du coup, ça change un petit peu, mais c'est vrai que quand on est en couple et on ne vit pas ensemble, les gens, ils te regardent bizarrement. Lorsque moi j'ai entendu pas mal de gens parler dans des podcasts par exemple où ils disent mais c'est tellement bien, il faut quand même se projeter et se dire et si ça marche pas on fait quoi ? Imagine dans le pire des cas tu es dans une relation toxique, une personne qui abuse de toi et vous habitez ensemble, on va dire de façon générale très souvent c'est les meufs qui gagnent moins aujourd'hui, du coup tu ne peux pas te permettre de partir de chez toi. Mais tu fais comment en fait ? Tu dois rentrer chez tes parents. Mais si tes parents n'habitent pas à l'endroit où tu travailles, tu fais comment ? Tu dois abandonner ton travail. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de gens qui se questionnent sur ça. Ils se rendent compte en fait qu'il y a trop de dangers pour faire ces choix-là, de habiter ensemble tout de suite. Et aujourd'hui, je pense encore plus parce que le marché immobilier il est absolument dégueulasse et qu'on est dans une précarité de fou parce qu'on gagne de moins en moins et la vie est de plus en plus chère. Les gens se lancent dans ces projets-là parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Du coup, je préférais limite qu'ils se lancent avec leurs amis. Oui, faire des colocations carrément. Mais c'est vrai, puis en plus, d'autant plus à Paris en fait, où je trouve que c'est une ville qui est faite pour que tu prennes un appart à deux ou que tu vives en coloc, sinon tu es vite fait dans des tout petits espaces. Parce que je pense quand même qu'un couple dans un grand espace où chacun a son besoin, son indépendance, une pièce pour lui et tout, ça fonctionne quand même mieux. Ce qui fait aussi que des fois les couples explosent. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec le confinement. Enfin, tu as des couples qui ont grave réussi l'épreuve du confinement, il y en a d'autres, ça a complètement pété parce que tu sais vraiment si t'es fait pour vivre avec quelqu'un par des habitudes plus de vie que l'amour en lui-même, en vivant avec lui au quotidien. Et si t'as un petit espace, forcément, c'est beaucoup plus difficile. Et surtout, aujourd'hui, je me questionne beaucoup sur le fait qu'on bosse énormément. Ouais. Genre là, moi, je suis freelance, par exemple, mais je bosse vraiment 50 heures par semaine. Genre, toutes les semaines. J'ai de la chance parce que j'ai un très bon client qui demande de moi, en fait, de mon travail.
Mais comment tu fais en fait à avoir une relation avec quelqu'un quand tu bosses 50 heures par semaine? En plus, tu as des amis, en plus, tu as des passions, des centres d'intérêt, tu as des projets perso, parce que moi aussi, je suis photographe, du coup, j'ai plein de projets, de choses que j'ai envie de développer. Et je me dis, en fait, dans la société d'aujourd'hui, ça ne me surprend pas que les gens ne font plus d'enfants. Premièrement, parce que, oui, c'est dur d'un point de vue financier, mais aussi, tu trouves où le temps, en fait? J'ai une collègue, ça m'a un peu choqué, ça. Je ne l'ai pas dit, mais j'en ai parlé avec un autre pote à moi. Elle a accouché en juillet, et en septembre, elle était déjà au travail. Et l'enfant, il l'avait juste jeté à une nounou comme ça, pendant que son mari aussi était au travail. Du coup, je me disais, mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire des enfants si personne n'a envie d'être avec, en fait? Et après, tu alternes. Après, je sais que quand tu es freelance, c'est un peu différent. Mais justement, tu as la liberté aussi de dire, tu restes par exemple 3 jours, moi je reste 2 jours avec l'enfant. De toute façon, tu peux faire du télétravail, etc. Ma collègue, typiquement, elle peut en faire. Mais du coup, c'était un choix, en fait, à 100%. Et du coup, je ne comprends pas en fait pourquoi on fait des enfants si on a quand même cette envie d'indépendance, on a envie d'être libre. Et encore une fois, tu remets la charge sur des femmes qui n'en ont rien demandé et qui sont obligées d'être là en fait. Ouais. Que tu dois payer pour qu'elles soient là et que limite elles aimeraient aussi avoir leur indépendance et faire autre chose de leur vie que garder les enfants des gens en fait qui ont envie d'avoir une vie très simple. Et ça m'avait pas mal dérangé ce genre de choses. Toujours de les questionnements en fait sur la structure des relations d'aujourd'hui, en fait. Et pour revenir, en fait, au truc de 50 heures par semaine, oui, j'ai l'impression que j'ai pas le temps. Là, typiquement, par exemple, j'ai recommencé à aller sur les sites, les applis de rencontres. Je dis toujours site, je sais pas pourquoi, même si j'ai jamais été sur un site de rencontre style années 90, tu sais. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu genre, comédie romantique des années 90, où genre, t'envoies des petits trucs et ça fait tutu. J'ai recommencé sur l'application, du coup, j'étais sur Hinge. Parce qu'apparemment, maintenant, c'est ça la mode. Et il faut suivre les modes, parce que si tu ne suis pas la mode, tu n'arriveras pas à trouver des gens, en fait. Ça fonctionne comme ça. Non, mais tu as des typologies d'applications. Et Hinge est l'application qui fonctionne en ce moment parce qu'elle est faite apparemment pour t'apporter justement plus quelque chose qui tend vers le couple ou vraiment avoir une bonne connexion avec quelqu'un. Là où tu as des applications, typiquement, maintenant, la réputation de Tinder, c'est typiquement plan d'un soir. Ah oui, et OkCupid, c'est hyper queer, polyamoureux, etc. Donc, en fait, chaque application a un peu son public. Et Hinge, c'est vrai que c'est celle qui est, chez nous, les Parisiens trentenaires, c'est celle qui est un peu en ce moment à la mode, quoi. Ouais. Et il y a quelques années, c'était Bumble. Et Oui. c'était du coup remplacé par Hinge. Et j'aimais beaucoup Bumble en plus, parce qu'il y avait ce côté de les femmes qui font le premier pas. Mais de toute façon, ça, c'est un truc que j'ai lu énormément de choses sur les applis de rencontre parce que c'était devenu presque obsessionnel pour moi. J'avais dépensé beaucoup d'argent en plus dessus. Où j'ai essayé de comprendre en fait comment ils fonctionnaient et si ça fonctionnait vraiment. Parce qu'en fait, on entend toujours parler du 1%, des gens qui se sont retrouvés, les gens qui sont hyper heureux, qui se sont rencontrés sur des applis de rencontre. Mais les autres, c'est que de la souffrance, littéralement. C'est que de la solitude, c'est que ça te rabaisse en fait à ton estime personnelle, etc. Et après, j'ai lu des trucs où ils disaient que c'était construit vraiment comme des jeux de casino. C'était basé sur ce jeu de frustration, de donner aussi du plaisir très rapide, comme aussi par le sucre, par exemple, ou les petits jeux vidéo type Candy Crush, où tu as des petits sons, des petits trucs mignons, en fait, qui vont t'inciter à swiper plus, liker plus. Évidemment, c'est monétisé à fond. Oui. À fond. Du coup, en fait, quand tu te rends compte et tu step back, les applis de rencontre, c'est fait pour que tu ne rencontres pas quelqu'un. Oui, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, tu as l'impression que ce qu'ils veulent, c'est que tu payes pour mettre en avant ton profil. Moi, je me suis remise dessus, là. J'avais, pareil, je mets, j'enlève, parce que je me dis, ça me fait chier, répondre aux gens, machin. Je sais pas, j'ai changé 2 trucs sur mon profil et d'un coup, j'ai eu genre 30 personnes qui ont liké mon profil parce que juste, j'avais, je pense, actualisé mon profil et donc j'avais ils avaient décidé de le voilà, mettre. ils ont dit, tiens, elle est active, du coup, on va la remettre sur l'avant. Et je dis, OK, j'ai déjà fait l'expérience aussi de payer un abonnement, tu vois, pour voir si ça changeait quelque chose. Et t'as le livre, maintenant, il est un peu daté, mais je pense que c'est un peu la même chose d'une journaliste qui avait écrit L'amour sous algorithme, qui essaye justement, je sais pas si tu l'as lu, mais qui essaye justement de comprendre comment, en fait, fonctionnent les algorithmes des applications de rencontre. Parce que c'est assez fascinant, je pense. Et
tu prends ton profil, le profil d'une autre personne, tu matches, tu n'auras pas les mêmes profils. On parlait aussi avec une des invitées que le dimanche soir, les profils sont assez différents. Tu as ce truc où tu as le pic en fait, des applications de rencontres, c'est le dimanche soir d'utilité parce que je pense que les gens, avant de reprendre leur semaine, tu vois, ils ont envie de passer un moment, ils se disent, ils ont du temps justement. Généralement, tu bosses pas le dimanche soir, tu vois, donc c'est un peu ce petit moment de déprime de fin de dimanche. Oui. Et donc avant de reprendre ta semaine, tu te dis, je vais aller voir ce qu'il y a sur les applications. Et donc, même là-dessus, l'algorithme est fait pour être différent sur le dimanche. C'est hyper déprimant. C'est hyper déprimant, en fait, parce que j'ai essayé de... Bon, pour finir l'histoire sur Hinge, après je raconte l'anecdote que je voulais dire. Ouais. Mais pour finir l'histoire sur Hinge, j'ai téléchargé l'application, j'étais dessus pendant même pas 15 minutes et j'en avais marre. Ouais. J'en avais marre, mais juste parce que déjà, Hinge n'a plus le côté swipe. Du coup, en fait, tu as le côté où maintenant tu dois réfléchir, parce que moi, en tout cas, vu que tu peux envoyer un commentaire, si je like une photo ou si je like un message qu'il y a marqué dans les descriptions, etc., j'ai envie d'écrire quelque chose. Je ne vais pas juste liker, c'est bizarre. Je ne suis pas sur Instagram, quoi. Et du coup, il faut que je réfléchisse. Et du coup, tu as des dizaines et des dizaines de personnes que tu vois et tu dois les imaginer comme des personnes uniques qui existent vraiment dans la vraie vie, trouver des trucs intelligents, marrants à leur envoyer et espérer, creuser les doigts, que l'application va te donner un match ou pas. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi où ils cachent des matchs exprès. Et que moi, j'avais remarqué ça aussi, par exemple, avec Bumble. Et j'avais pris un Bumble Premium et j'avais eu des matchs qu'au début où j'avais payé le Premium et juste avant que l'abonnement se termine. Et au milieu, je n'avais absolument rien, même si j'étais toujours aussi actif dessus. Mais du coup, je me suis dit, en fait, pour cette expérience par rapport à Hinge, imagine, on fait ça dans la vraie vie, mais ce serait impossible. Imagine, tu dois rentrer dans un bar et tu vois plein de personnes dont tu es attiré. Tu dois analyser ce qu'ils ont sur eux et essayer de dire toi, j'aime bien tes boucles d'oreilles, ça me rappelle cette fois où j'étais à Santorini et blablabla. Et tu dois faire ça genre 10 fois, tous les jours. Mais tu deviens fou, en fait. Mais surtout, c'est pas que je deviens fou, mais c'est un truc de robot, en fait. C'est pas un truc d'humain. Mais de fou. Et je suis sûre que maintenant, tu vois, l'IA rentre en jeu là-dedans aussi. Tu vois, je crois qu'Hinge fait ça aussi, tu vois, il te dit, quand tu dois remplir ton profil, tu dois mettre ces 3 petites phrases par rapport aux questions. Et il te dit, tiens, t'as une petite IA en dessous qui dit, tiens, en fait, j'optimiserais mieux cette réponse-là. Donc, tu vois, t'as cette question-là qui rentre en jeu aussi. Je suis sûre, dans pas longtemps, on va nous proposer des pré-réponses IA. Mais Bumble fait ça déjà, tu vois, pour engager les conversations. Je crois que t'as plusieurs possibilités d'engager les conversations. Donc, en fait, on est déjà dans un truc qui est assez cruel, mais ce que ça transcrit, c'est qu'il y a un besoin de reconnecter et de se rencontrer. Parce que les apps, au final, c'est hyper chronophage. Et aussi, à partir du moment où tu creuses avec quelqu'un, à quel moment, tu vois, tu te dis, j'enlève l'application parce que j'ai vraiment envie de creuser avec cette personne-là. Oui. Pourquoi je pourrais pas trouver mieux avec une autre personne? Et moi, je sais qu'il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a dit ça, qui m'a dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, donc je me concentre sur cette personne. Mais si jamais ça marche pas, je reviendrai vers toi. J'étais là. Mais c'est horrible. C'est horrible. Genre option A, B, C. Oui, quoi. Exactement. Non, et j'étais là, mais... en fait, déjà, prends l'option A, enlève l'application et ne pense pas en fait à la suite. Donne-toi une vraie chance. Moi, ça n'a jamais trop fonctionné, les applis de rencontre. En fait, j'ai eu pas énormément de matchs. Et très souvent, ces matchs-là ne m'écrivaient pas. Où il n'y avait pas de conversation parce qu'il n'y avait même pas de premier message, en fait. Et du coup, récemment, en fait, c'est assez drôle parce que moi, j'ai arrêté d'aller voir les gens. Vraiment, type ce style de t'essayer d'approcher quelqu'un, d'aborder quelqu'un, on va dire. Moi, je faisais ça quand j'étais adolescent et quand j'étais à la fac. Et je me suis pris tellement de refus, des trucs comme ça, qu'en fait, pour mon estime personnelle, j'ai dit, en fait, il faut que j'arrête de me faire violence comme ça. Parce que ça me faisait vraiment que du mal. Il y avait vraiment... Je ne pouvais jamais imaginer ça comme une petite histoire drôle à raconter. C'était vraiment que je prenais ça comme tu es dégueulasse, tu ne mérites pas d'aller voir des gens, etc. Bon, ça, c'est mes autres problèmes aussi de santé mentale, etc. Mais du coup, depuis quelques années, j'ai arrêté d'aller voir les gens et c'est que des meufs qui viennent me voir. Du coup, je me fais adopter, en fait. Littéralement, l'application adopte un mec, c'est moi dans real life, quoi. Genre, littéralement, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'attends. Et à un moment, soit une collègue, soit une amie d'une amie va venir vers moi et ça va se faire. Ça, c'est ma nouvelle stratégie, en fait, de mec pas trop chiant, quoi. De ne pas avoir de stratégie, en fait. De ne pas avoir de stratégie, en fait. Mais en plus, en vrai, c'est bien aussi parce que... déjà, je trouve que les mecs, ils vont trop vers les meufs. C'est vraiment très, très lourd. Et que ce soit dans la rue, que ce soit dans les bars. En fait, je me dis, quand tu sors avec tes amis, tu as envie d'être avec tes amis. Tu n'as pas envie que quelqu'un vienne te voir. En tout cas, moi, je suis comme ça. Du coup, je me dis, si moi, je suis comme ça, plein d'autres gens doivent être comme ça aussi.
En fait, ils sont là pour profiter avec leurs amis, etc. Et pourquoi j'irais faire chier cette personne, en fait. Et aussi pour le truc ça incite un peu le changement de la dynamique entre les sexes, en fait. Ouais. Du coup, ça fait que si, par exemple, je veux dire oui à une meuf qui est venue me voir, elle saura que faire le premier pas, c'est bien et que je ne vais pas lui dire « Oh non, t'es dégueulasse, pas du tout », genre en mode lycéen, tu sais. Très souvent, pour les mecs, c'est justement ça. Moi, ça m'était beaucoup arrivé, justement, où j'avais tellement pas de match que je me disais « c'est parce que forcément, c'est gratuit et ça ne fonctionne pas. Du coup, je vais payer pour avoir des matchs. » Et après, c'est un cercle vicieux qui est horrible. Et contrairement, les meufs, elles sont dans le truc complètement inverse. Elles ont énormément de matchs et du coup, en fait, c'est énormément de charge mentale, je pense, pour savoir à qui répondre. T'as plein de conversations en même temps. Genre, moi, j'ai des amis qui me montrent leur Bumble et leur Hinge. Moi, je me dis, mais même moi, je pèterais un câble, en fait. C'est pas possible. Parce que tu te dis, t'as l'impression que t'es au supermarché, qu'il y a 50 000 personnes qui veulent te parler, quoi. Ouais, après, tu peux aussi avoir la possibilité, tu as des apps aussi qui font ça de limiter le nombre de matchs et limiter le nombre de conversations en cours. Je crois qu'Inch fait ça quand même, mais bon, je crois que c'est 8 conversations. C'est énorme si tu as 8 conversations en même temps. Moi, je serais un cas, déjà, j'en ai 3 en même temps. Je suis là, waouh, qui fait quoi? Attends, on va tenir un tableau Excel. Mais dis-toi que c'est devenu tellement toxique où sur Twitter, j'ai vu, par exemple, l'année dernière, vers la fin de l'année, où il y avait les gens qui faisaient une espèce de compétition. Combien de likes, matchs vous avez eu? Mais il y avait des trucs, genre des gens qui laissaient des centaines de matchs non répondus juste pour les collectionner, en fait. Putain. Et tu te dis, on en est arrivé là, en fait. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on trouve une autre façon, en fait, de se rencontrer et de se voir. Mais en même temps, par exemple, moi, j'ai ce truc au travail, j'ai pas trop envie de créer des problèmes, créer des relations. En fait, au travail, je trouve que ça peut être... Moi, perso, ça me déconcentrerait énormément. J'irais au travail, je me dirais, ma copine est là, je vais aller lui parler. Et sinon, je me retournerai parce que je sais que ma copine est littéralement derrière moi, tu vois. Parce que moi, je suis OP, du coup, je travaille en tant que retoucheur pour Dior. Du coup, on est tous en duo entre photographes et moi, je suis derrière l'ordinateur. Du coup, en fait, si je sortais avec quelqu'un du travail, elle serait vraiment genre à 10 mètres de moi presque tous les jours, quoi. Et déjà, je trouve ça démystifie un petit peu les relations. Je trouve que c'est bien aussi de ne pas se voir. C'est pour ça que j'ai ce truc aussi, les gens qui déménagent ensemble. Après, je ne dis pas vous en avez marre de vous voir tous les jours, mais je me demande quand même, vous avez plus ce petit truc de est-ce qu'on ne se verrait pas ce jeudi? Est-ce qu'on ne se verrait pas ce samedi? Est-ce qu'on ne passerait pas tout le week-end ensemble? Là, c'est devenu obligatoire quand tu vis avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que si tu fais ça au travail, si tu rencontres quelqu'un au travail, ce serait la même chose. Tu es obligé de voir la personne et ça devient une espèce de relation plus-plus, dans le sens où... si tu vis avec la personne, c'est un autre plus. Si tu travailles avec la personne, c'est un autre plus. Et du coup, en fait, tu ne respires plus. Tu n'existes plus par toi-même, en fait. Ouais, puis après, tu n'es pas obligé d'aller la voir, évidemment, la personne, quand tu es au travail. Et moi, si j'aimais quelqu'un, j'aurais envie de la voir quand même. Parce que ça fait juste que tu la vois plus souvent. Mais je pense que ça enlèverait quelque chose à l'amour. Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est ma théorie, c'est ce que je pense. Oui, mais c'est l'amour et le désir, en tout cas. Le fait de ne pas avoir quelqu'un tout le temps, de ne pas être constamment avec la personne, ça entraîne du manque et donc du désir. Et donc, ça participe aussi à ce que la relation, elle dure. Peut-être, tu vois, tu es moins dans le côté dur du quotidien. Typiquement, les personnes, par exemple, qui font un enfant, la première année, elle est hyper difficile parce que tu vis pour l'enfant, tu vis plus pour le couple. Et donc, de garder un équilibre là-dedans, c'est compliqué. J'avais une conversation là-dessus où, à Paris, vu que les espaces sont petits, quand tu vis avec quelqu'un, tu as l'obligation typiquement de dormir avec la personne et tout, alors qu'il y a plein de gens qui, au final, ne dorment pas forcément ensemble. Et peut-être que c'est OK, en fait, parce que le sommeil, c'est hyper important. Enfin, dormir avec quelqu'un, pour moi, c'est hyper intime. Et je sais pas, j'ai toujours plus le souvenir de me faire déranger la nuit quand je dors avec quelqu'un que de bien dormir, tu vois. Et pourtant, c'est hyper acquis socialement. Tu es avec quelqu'un, donc il faut que tu dormes avec la personne, tu vois. J'avoue que moi, je pense que ça serait mon petit luxe, tu vois, si à un moment, je me pose avec quelqu'un. Mais même, ouais, de faire des vrais dates, des vrais moments, c'est trop important dans la relation. Et aussi de garder, comme tu dis, son indépendance, parce que souvent, quand tu te mets avec quelqu'un aussi, on devient une union de deux. Du coup, on va tout faire ensemble. On a le même groupe d'amis. Tout devient partagé. Alors qu'en fait, c'est hyper important de chacun avoir sa petite vie, son petite indépendance de son côté. Tout à fait, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Dans ma dernière relation, il y avait un truc assez intéressant. Déjà, c'était la meilleure relation, je pense, que j'ai eue de ma vie. Dans le sens où c'était hyper ouvert, on communiquait tellement bien. Et elle aussi, elle m'a fait des compliments en mode « T'es le mec avec qui j'ai jamais eu de drama. » Dans le sens où je me pose jamais la question de ce qui se passe par ta tête, parce que tu me le dis tout de suite, en fait.
Si tu as envie de me voir, tu me le dis. Si tu n'as pas le temps de me voir, tu me le dis. En fait, j'ai pas besoin de me faire des films parce que c'est tellement facile. Et j'ai pris ça hyper bien parce que ça veut dire que quand même, j'ai grandi en tant que personne. Et on avait ce truc où, quand elle dormait chez moi, par exemple, je lui avais dit que... Bon, parce qu'en fait, j'ai eu des traumas et du coup, je n'arrive plus à m'endormir à côté de quelqu'un, en fait. Ça me fait des crises d'angoisse. Et c'est un truc que je dois travailler. Mais pour le travailler, en fait, il faut que littéralement on dorme ensemble dans le même lit pendant une semaine. Parce que c'est psychologique, dans le sens il faut que mon corps se rende compte qu'il n'y a pas de danger, en fait, quand il y a quelqu'un qui dort à côté de moi. Et du coup, pendant toute notre relation, on ne dormait pas ensemble, en fait. Quand elle venait chez moi, par exemple, elle dormait dans le lit que j'avais dans le salon, parce que j'avais 2 lits, et moi, je dormais dans ma chambre. Et le pire, c'est qu'elle m'a dit qu'elle n'avait jamais aussi bien dormi que quand elle dormait chez moi. Parce qu'en fait, chez elle, elle avait une coloc, et ils dormaient ensemble dans le même lit, en plus avec sa coloc, parce que c'était un truc improvisé, elle n'était pas toujours là, mais quand elle était là, ils dormaient ensemble. Et du coup, ça faisait que, dans notre relation, elle dormait mieux chez moi quand on était séparés, plutôt que si on se forçait à dormir ensemble. Et du coup, je trouvais ça trop bien, en fait. Déjà, d'avoir quelqu'un qui soit ouvert à ce genre de choses, de dormir séparés, parce qu'en finalement, dormir... Déjà, imagine, tu dois te lever à un horaire différent. Imagine, tu mets plus de temps, parce qu'on est tous différents, plus de temps à t'endormir, ou tu as un sommeil très léger. Dès qu'une personne bouge, toi, tu te réveilles tout de suite. En fait, s'il y a une chose, je pense, qui doit s'organiser avec l'autre personne, dire... toi, tu dors comment, en fait, et voir si vous êtes compatibles aussi pour dormir ensemble. Et c'est pas forcément un truc qui peut casser la relation, en fait. Mais j'étais hyper content, en fait, qu'elle l'ait pris bien, parce que plein de gens, limite, auraient dit « Ah non, mais je trouve ça trop bizarre qu'on ne dorme pas ensemble, et si on veut se faire des câlins, etc., on le fait avant, et après, on va dormir, quoi, c'est tout. » Et c'est cool d'avoir des relations qui sont bien aussi, qui sont saines, parce que j'avais eu des relations horribles juste avant, vraiment, où c'était... j'ai cumulé que des traumas, en fait. Déjà, je me les crée moi-même, les traumas. Et imagine quand quelqu'un d'autre t'amène les traumas. Ouais. C'est genre vraiment horrible. Et c'est là le moment où tu te dis, je comprends en fait maintenant pourquoi il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui disent je préfère rester célibataire. Parce que littéralement, tu as moins d'ennuis, tu as moins de traumas, tu as moins de blessures émotionnelles et physiques aussi. C'est hyper tordu à dire, mais je pense que ça m'a fait du bien d'avoir ces traumas parce que maintenant, je vois l'amour d'une façon différente aussi. Et je vois beaucoup plus les red flags aussi. Ouais. J'ai eu un date vraiment désastreux, mais c'était par contre drôle. Mais sur le moment, en fait, c'était très, très, très bizarre. Elle voulait que notre premier date... En fait, on devait se voir en pizzeria le soir, mais elle voulait quand même qu'on se voit le lendemain matin au cimetière pour fêter l'anniversaire de la mort de son ex. Oh, wow. On ne s'était jamais vu. On s'était jamais vu avec cette personne. En fait, j'étais tellement choqué, j'ai raconté ça à tout le monde au boulot pendant la journée, et après je suis allé en date avec elle le soir, parce que finalement je suis pas allé au cimetière, évidemment. Bah oui. Elle y allait quand même. Hein. Elle y allait. Et j'ai appris tellement de choses, mais c'était horrible. Vraiment le stéréotype de les gens, tu sais, qui partent en date et qui te balancent leur baggage, tu sais, genre comme ils disent dans How I Met Your Mother, et tu vois les gens avec plein de baggage, et qui te les révèlent tout d'un coup, et t'es en mode ah merde, tu t'aurais pu me raconter des choses un peu plus sympas, quoi. Et en plus, elle avait commencé à me prendre la tête parce que je lui disais, mais non, c'est un peu bizarre. En plus, j'étais au travail. Je pouvais littéralement pas y aller. Mais moi, en tant que mec gentil, je me suis dit, mais si tu as besoin de support émotionnel, je veux venir quand même. Hein. Et après, elle était en mode, non, mais viens pas, t'inquiète, de façon énervée. Hein. Non, mais viens pas, t'inquiète, je comprends. En fait, les mecs, ils sont tous pareils. Tu te dis que tu vas être là pour moi, mais finalement, t'as pas envie d'être là pour moi. Et moi, je suis en mode... On se connaît pas. Ok, je vais aller dormir. Ça, c'était genre entre 10h et minuit pour te dire, j'ai hyper mal dormi. Et après, pour le date, en fait, quand on s'est vu, je me suis dit, bon, quand même, elle doit savoir qu'on ne doit pas parler de son ex qui est mort. C'est un peu bizarre, quand même. Ouais. Genre, c'est clos, quoi, c'est fini. Ah, pas que ça. Elle sort du métro, première chose qu'il me dit, ah bah du coup, ce matin, j'étais au cimetière, j'ai rencontré les parents de blablabla. Et là, j'ai découvert tellement de choses. Bon, l'histoire, je vais la finir, mais... En fait, ce mec-là, il était mort au lycée, il y a 15 ans. Ah ouais. Et j'étais là en mode... Et ils avaient date ensemble pendant genre 3 mois. Mais pourquoi tu m'en parles, en fait? Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Mais j'avais l'impression d'être dans une sitcom. Vraiment, c'est le date foireux que tu racontes à des gens. Ça ne peut pas être un vrai date. Après, il y avait plein d'autres choses, mais je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est limite juste du bashing, parce que c'était juste horrible. Mais c'était horrible d'une façon drôle.
Mais du coup, ça, c'était le dernier date que j'ai eu. J'ai plus eu de date depuis ce moment-là. Je l'ai enlevé parce que je ne matchais pas, mais j'avais mis, moi, je cherche quelqu'un qui a été voir un psy, tu vois, qui a pris le temps dans sa vie d'aller faire un peu une thérapie, parce que c'est pas nous, femmes, qui allons encore encaisser la déconstruction, la charge mentale, la thérapie sur des sujets que tu n'as jamais abordés. Enfin, au bout d'un moment, je trouve que ça change, hein, mais ça prend du temps et c'est pas tout le monde qui va aller entamer une thérapie pour travailler justement les traumas, les choses. Et de les faire reposer sur sa relation, c'est trop facile, quoi. Ouais, mais ça, c'est un truc vraiment qui est hyper répandu aujourd'hui. Je le remarque avec mes amis, en fait. J'en parlais l'autre jour. En fait, j'avais organisé une soirée. Il y avait presque personne qui était disponible, à part, bizarrement, toutes mes amies filles et mon meilleur ami qui est Pan. Et tous les autres, en fait, ils m'ont ghosté à la dernière minute, des trucs comme ça, et du coup, on était 3, finalement. Les seules personnes qui sont toujours là pour moi, qui sont toujours à l'écoute, qui ont un support émotionnel incroyable, c'est toujours soit des femmes, soit des hommes qui sont gays. Mais pas d'hommes hétéros, en fait. J'ai un seul pote, homme hétéro, qui est vraiment là pour moi, et je le sens, et c'est mon meilleur pote. On se connaît depuis le lycée, en fait. Et c'est la seule personne que je sens toujours qui est à côté de moi. Mais les autres, en fait, après, je ne sais pas si c'est parce qu'en fait, ils sont mis en couple et du coup, ils ont d'autres priorités dans la vie. Mais bizarrement, mes amies femmes, elles ne font pas ça. Du coup, je me dis, non, moi, je pense en fait qu'il y a ce truc, il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui ont encore du mal à être là émotionnellement pour d'autres hommes. Et du coup, ça fait qu'ils arrivent finalement à s'ouvrir que quand ils datent et quand ils sont avec une femme. Et du coup, oui, comme tu dis, il y a plein de gens qui portent énormément de problèmes sur leur dos et qui se dévoilent comme ça et que ce serait bien qu'ils fassent tous des psychologies, Thérapie, de la tête des thérapies, exactement. Ouais. Tu avais commencé à aborder pourquoi tu étais sortie du polyamour. Je sais pas si c'est un truc sur lequel tu veux revenir. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas fini mon histoire. Parce que je trouve ça intéressant, en fait. Moi, le polyamour, c'est quelque chose que je connais pas trop. J'ai l'impression que quand tu rentres, t'en ressors pas parce que tu trouves enfin un espace qui convient. Moi, je pense que j'en suis ressorti juste parce que je me faisais beaucoup trop rejeter par les gens et ça me faisait beaucoup trop de mal, en fait. Et en fait, je sentais vraiment qu'ils ne me rejetaient pas pour moi en tant que personne, mais ils me rejetaient juste par le moyen relationnel que j'avais envie d'avoir. Et le pire, c'est que quand j'étais polyamoureux, que je suis sorti avec des femmes monogames, parce que ça peut se faire aussi, j'avais pas rencontré d'autres personnes. Du coup, être avec quelqu'un qui est polyamoureux, ça ne veut pas forcément dire que il va avoir 50 000 relations en même temps, tu vas jamais le voir parce qu'il est trop occupé à voir toutes les autres femmes, quoi. Non, la plupart du temps, en fait, tu prends le temps de développer une première relation. Et ensuite, quand cette relation est stable, tu peux aller trouver quelqu'un d'autre pour combler en fait certaines choses qui ne sont pas présentes dans ta relation actuelle. En fait, un truc que j'aimais pas, par exemple, par rapport aux relations monogames, c'est cette idée et si on revient en comédie romantique, que la personne en fait en face de toi doit cocher toutes tes cases et combler tous tes désirs. Mais en fait, c'est presque impossible quand on y pense. Et surtout, j'ai remarqué ça d'un point de vue sexualité, d'un point de vue sexuel, où c'est presque impossible de trouver une personne qui aimera faire toutes les mêmes choses que toi et en même temps qu'elle aime les mêmes choses que toi, qu'elle ait un train de vie la même chose que toi, qui ait des mêmes buts dans la vie. Par exemple, moi, quand je dis que je ne veux pas avoir d'enfants, ça enlève déjà énormément de femmes, tu vois. Ou par exemple, que je ne suis pas trop chaud pour le mariage pour des raisons bien légitimes, ça enlève déjà beaucoup plus de personnes, tu vois. Moi, je trouvais ça trop bizarre qu'on n'ait pas la capacité de se dire avec toi, on fait ce genre de choses-là, on vit ce genre de choses-là ensemble. Et les choses que tu n'as pas envie de faire, je ne vais pas te forcer à les faire, en fait. Enfin, et je pense que aussi, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se retrouvent avec plein de traumas typiquement sexuels aussi, parce qu'ils se forcent à faire des choses en se disant sinon le couple, il ne va pas tenir. Et au contraire, ce genre de choses, tu peux... Après, là, je parle du sexe, parce que le sexe aussi, c'est hyper important aussi. Mais c'est tout et n'importe quoi. Imaginons, par exemple, ça peut être juste... j'ai envie de voir un film en noir et blanc qui dure 4 heures, j'ai envie de le partager avec quelqu'un qui comprend et qui soit aussi ma copine, par exemple. Mais si elle en a absolument rien à foutre, elle va littéralement se faire une violence psychologique d'être avec moi assis sur le canapé et regarder ce genre de truc. Même si tu n'as pas envie, tu te retrouves à abandonner des choses que tu aimes. Et ça, j'aime pas. Ça, je trouve que ça, c'est toxique, vraiment. Et ça, c'est un truc dans le polyamour qui n'existe pas. En fait, dans le polyamour, il y a ce truc que moi, je t'accepte comme tu es. Tu m'apportes ce que tu as envie de m'apporter dans ta vie. Et moi, je ferai de même. Et ensuite, on pourra avoir la liberté de chercher ailleurs, en fait, les choses qui nous font ressentir comme un être humain à 100%, en fait. Et il y a ce truc, typiquement, imagine, par exemple, il y a beaucoup de gens, si tu te dis, est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Tu vas dire non, mais est-ce que tu pourrais être en relation avec une personne qui a déjà un enfant? Moi, par exemple, oui. Si j'étais dans un concept polyamoureux, oui. Mais pas pendant toute ma vie. Parce que toute ma vie, ce serait énormément de charges.
Et ce serait la même chose qu'avoir un enfant à moi, en fait. Ou typiquement, par exemple, est-ce que tu pourrais, tu pourrais être avec quelqu'un qui est asexuel? Si toi, tu as une sexualité qui est développée, si tu es monogame, c'est non. Du coup, toutes ces personnes, en fait, tu ne pourras jamais sortir avec elles, tu ne pourras jamais apprendre à l'aimer. Je trouvais ça hyper triste, en fait. Mais au contraire, dans le polyamour, tu peux sortir avec quelqu'un et avoir un couple avec quelqu'un qui est asexuel. Parce que c'est pas grave. Vous allez partager d'autres choses, vous allez avoir une intimité, en fait, différente, être romantique d'une façon différente. Et je trouvais ça hyper beau. Et en fait, j'ai arrêté d'être polyamoureux, pas pour des raisons idéologiques, parce que j'y crois encore à 200%. Moi, je pense que c'est juste que la société, elle n'est pas prête, en fait, pour ça. On est peut-être dans 50 ou 100 ans, on sera tous au même niveau, mais pas encore. Mais j'ai arrêté parce que j'en avais marre d'être face au rejet. Et aussi, il faut avouer que le polyamour n'est pas compatible avec le capitalisme. Dans le sens où il faut avoir beaucoup de temps libre et il faut avoir pas mal d'argent aussi, parce que oui, c'est beau de dire l'amour, c'est pas relié à l'argent, mais c'est pas vrai. Toutes les activités qu'on fait dans la vie de tous les jours, il y a un minimum d'argent à côté. Ou même partir en vacances, par exemple, ce genre de choses-là, ça demande de l'argent aussi. Et du coup, tu te dis, le polyamour, en fait, c'est pour ça, je pense qu'il y a plein de gens en Californie qui pratiquent du polyamour, parce que je pense qu'ils sont hyper privilégiés et hyper riches, genre des enfants de riches, quoi, qui peuvent se permettre d'avoir plusieurs relations parce qu'ils ont le temps et, comme je dis, et l'argent. Et du coup, moi, je me suis rendu compte, en fait, que j'ai ni le temps ni l'argent. Quand j'expliquais ça à des femmes pendant le dating et tout ça, elles adoraient, elles kiffaient, en fait. Elles disaient, j'adore ça, mais je pourrais pas. Moi, je pourrais pas. Elles disaient toujours ça, en fait. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah non, ça c'est une idée complètement débile. L'amour, c'est un homme et une femme pour la vie, mariage, etc. » Genre des gens hyper carrés qui n'arrivent pas en fait à voir au-delà de ça. J'ai jamais rencontré des gens comme ça. Du coup, les gens, ils apprécient quand même. Les gens, ils écoutent et ils comprennent. Mais comme j'ai dit, je pense qu'on n'y est pas encore. Ouais, parce que c'est une construction sociale totalement différente en fait. Donc, mais je trouve qu'on en parle de plus en plus. On le voit encore comme quelque chose de nouveau et difficile, justement, comme tu dis, à vivre, qui demande beaucoup de temps. Moi, je sais que la première fois que j'ai rencontré un couple polyamoureux, je me suis dit, mais comment ils font pour donner autant à une personne et à l'autre, travailler en même temps? Enfin, je me suis dit, c'est une énorme organisation. Et ta vie, si elle est déjà, tu vois, si t'as déjà ton taf, tes passions, machin, t'es déjà tellement dans une vie qui doit être organisée pour pouvoir tout faire. Si gérer 2 personnes en même temps, je me suis dit, waouh, bravo, quoi. Mais t'as plein d'autres manières, je trouve, maintenant, d'accéder à une forme, pas le polyamour, mais à une forme, en tout cas, de sexualité plus plurielle, avec les ateliers sexpo, ce genre de choses, qui aussi travaillent, tu vois, sur ton rapport à toi, si t'as eu des traumas, réapprendre plein de choses, et qui passent par des ateliers qui sont dits sexuels, mais qui sont pas forcément que sexuels, moi, je trouve. Donc, oui, je crois que j'en avais entendu parler, ça me dit quelque chose, j'en avais vu passer. Mais après, il y a un truc assez important, c'est compliqué d'être polyamoureux et hétéro en même temps. Ouais. C'est des cercles qui sont hyper queer, et très souvent, en fait, tu ne pourras pas y participer, en fait, si tu es hétéro, c'est tout. Parce que ce n'est pas considéré comme un truc où, oui, parce que tu restes hétéro, tu sortiras quand même avec des femmes ou des femmes trans. Dans le formulaire de candidature qu'on avait fait un peu pour comprendre un peu ton rapport à l'intimité, tu t'avais mis que l'intimité, elle était tout sauf sexuelle. Est-ce que tu peux, du coup, définir ton intimité? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, du coup. En fait... Ça, c'est un truc que c'est assez drôle parce que je pense qu'on mature aussi avec des gens qui t'aident en fait à réfléchir à des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Et c'est vrai que ça, je n'avais pas pensé. La première, c'était l'objet par rapport à l'intimité, tout ça. Ça, je n'avais jamais pensé. Et typiquement, j'avais tout de suite associé ça à la sexualité en mode, j'ai pas de sextoy chez moi, du coup, je te ramène quoi en fait? Je savais pas quoi. Et c'était pareil par rapport à l'intimité. En fait, je me suis rendu compte que j'ai passé tellement de temps avec le nez dans le livre, les podcasts et les trucs comme ça. Je pense que j'ai vécu plus l'amour en théorie qu'en pratique. Même si et en plus avec les comédies romantiques, c'était hyper drôle. J'avais une amie chez moi l'autre jour et elle regardait toutes les parce que j'ai une énorme collection de comédies romantiques, entre autres, avec tous les autres films que j'ai. Et elle était en mode, ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça j'ai vu. Juste pour dire que je pense qu'il y a énormément de femmes qui ont grandi aussi avec les comédies romantiques. Mais juste pour dire que, en fait, il y a plein de choses que j'ai l'impression de ne pas avoir vécues. Typiquement, en fait, quand je pensais à le fait que tu m'as invité ici, je me demandais, on va être assis sur le lit, est-ce qu'on va être couché, est-ce qu'on va être sous la couverture, sous le drap, exactement. Mais parce qu'en fait, je me demandais comme ça parce que j'ai jamais eu, je pense, une conversation sous les draps avec quelqu'un. Ah ouais? Ouais. En fait, quand je parle avec les gens, je suis comme ça, on est sur un canapé, des trucs comme ça.
Mais les trucs que tu vois dans les films où genre, ils sont genre couchés sur le côté, ils se parlent et tout ça, des choses intimes, et que, bah non, en fait, pour moi, aller au lit, c'est dormir. Ok. C'est soit dormir, soit c'est relié à l'intimité, c'est relié au sexe. Et en fait, je pense que, bon, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil. Du coup, je pense que psychologiquement, je l'ai fait exprès aussi pour que j'associe que le fait de dormir à mon lit et pas, typiquement, moi, quand je me lève le matin, en 1 minute, mais vraiment chrono, j'ai déjà rangé mon lit, je l'ai renvoyé dans le mur, etc. Et je suis parti. Et je m'assois à la limite après sur le canapé et je reste 10 heures dessus assis. Mais pour le dire, en fait, moi, je ne peux pas rester dans le lit et juste ne rien faire ou être sur mon portable, des trucs comme ça. Des choses que plein de gens font, par exemple, tu vois. Et du coup, je réfléchissais à ça et je réfléchissais au fait de... pour moi, l'intimité, c'est aussi ces petits moments de partage, en fait, où tu sens que l'autre t'aime, mais pas qu'il t'aime parce que tu es beau, pas qu'il t'aime parce que tu es performant sexuellement, pas qu'il t'aime parce que tu peux lui apporter, en fait. Mais c'est des petits moments, type, imagine, t'es dans un bar et t'as oublié de mettre le petit truc sous le verre, tu sais. Du coup, comme ça, ta bière, elle va pas glisser. Et en fait, elle le met pour toi, sans que tu lui demandes quoi que ce soit. Elle le fait comme ça. C'est des petits gestes, en fait. Ça peut être de la complicité, mais je trouve que c'est de l'intime. En fait, c'est les gens qui arrivent aussi à anticiper ce que tu veux. Après, bon, on ne veut pas être des sorciers, dans le sens, c'est toujours mieux de dire ce que tu veux à voix haute et de communiquer ça. Mais moi, je trouve ça hyper beau, les gens, en fait, qui font des petites attentions comme ça. Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus intime que le sexe. Parce que le sexe, c'est facile. Sincèrement, le sexe, c'est facile. Il suffit de bien communiquer et on arrivera au but. Ou s'il n'y a pas de but, peu importe, mais dans le sens, on saura avoir du plaisir ensemble. Mais l'intimité, ça, tu ne peux pas le fake. En fait, j'avais vu ça, je crois que c'était un podcast ou c'était dans un film, un truc comme ça, où il y avait cette femme qui disait ces gestes-là de complicité, tu ne peux pas les fake. C'était un TikTok. Voilà, je me suis rappelé. C'était un TikTok et elle disait ces petits gestes-là, tu ne peux pas les fake. C'est forcément de l'intimité, en fait. Tu dois vraiment bien connaître l'autre personne et ça témoigne de ça. Et c'est pour ça, bizarrement, j'associe ça plus avec des amis qu'avec être en couple, finalement. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai jamais été, je pense, et c'est pour ça que je dis, je pense avoir été amoureux plus en théorie qu'en pratique. Parce que j'ai vécu ce genre de choses plus avec des amis qu'avec des femmes avec qui j'étais en couple. Même ma relation la plus longue, qui était un an et quelques, après 6 mois, je savais déjà que ça allait pas fonctionner, mais j'ai juste laissé traîner. Du coup, en fait, est-ce que c'est vraiment ma relation la plus longue? Non, c'est juste que j'étais lâche et j'avais pas envie de couper plus court, quoi. Et il y avait pas ces moments-là, en fait. Mais j'avais ça avec des potes. Typiquement, moi, je me rappelle, j'étais malade, j'habitais en Angleterre. Il y a ma meilleure pote qui est venue jusqu'à chez moi, elle m'a ramené un pot de Nutella. Mais c'était incroyable. Moi, j'adore le Nutella, mais moi, j'en parle tout le temps. Littéralement, là, il y avait les galettes de roi, etc. J'en ai mangé aucune, mais je disais toujours, mais s'il y avait du Nutella, je n'aurais mangé. Et cette personne, elle me connaissait, elle le savait, en fait. Et elle m'a ramené du Nutella. Et il y a plein de petits gestes comme ça que j'ai eu de mes potes. Et maintenant, en fait, je pense que j'en ai oublié beaucoup. Parce qu'on a tendance aussi, et moi, je suis le premier à le dire, à oublier et à minimiser aussi les choses que nos potes font pour nous, en fait. J'aurais bien aimé garder une liste de toutes les belles choses que mes amis ont fait pour moi. Et que moi, j'ai fait pour mes amis. En fait, j'ai eu beaucoup de couples hyper superficiels où tu te disais, mais pourquoi on est ensemble, en fait? Mais juste parce que c'est mieux que d'être tout seul. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens sont dans ça. Mais il y a encore plus de remise en question après le Covid, je pense. Il y a eu un petit changement. Ouais, mais je trouve qu'on a quand même... moi, ça me fait écho. Par exemple, mes 2-3 meilleurs amis savent ce que c'est mes fleurs préférées. Je pense que je suis restée 2 ans avec quelqu'un, je pense qu'il serait incapable de dire ce que c'est mes fleurs préférées. Tu vois, c'est quand même... Et on a vécu ensemble et tout. Et je me dis, c'est vrai que... Quand on est en couple, des fois aussi, on va très vite aussi. Tu vois, tu te mets très vite en couple parce que... c'est choisi, mais... t'apprends pas vraiment à te connaître dans les petits détails, les petites attentions qu'avec tes amis, vu qu'il n'y a pas de question de timing. Tu vois, tu vas pas il y a rien, à la limite, tu pars en week-end, en vacances, et tu te dis, ah tiens, par contre, quand on part en vacances, peut-être qu'on est moins compatible en vacances, mais ça va rien changer à l'amitié, tu vois. Et ça, en couple, tout doit fonctionner, en fait. T'as une obligation que ça fonctionne, et du coup, plein de petits gestes, en fait, tu les retiens pas parce que t'es dans ce truc un peu de c'est obligatoire, donc c'est comme ça. Ouais. Et il y a ce truc aussi, comme je dis encore une fois, reproduire les schémas que nos parents ils ont eu et que les couples autour de nous ils ont aussi. Les cadeaux, ça se fait à la Saint-Valentin, ça se fait à l'anniversaire, ça se fait à l'année, mais pour Noël, je voulais dire.
Mais pourquoi tu pourrais pas faire un cadeau juste un vendredi en plein milieu de l'après-midi, quoi? Mais un petit cadeau, juste je t'ai ramené un pack de chocobons parce que je saurais que t'aimes bien les chocobons et que ça te ferait plaisir, quoi. Et ça, c'est plein de petites choses à déconstruire, je pense. Et je pense qu'il reste encore beaucoup de travail. Beaucoup plus de travail, je pense, chez les mecs que chez les femmes. Parce que, en fait, c'était hyper intéressant. J'avais vu ça sur Twitter l'autre jour. Il disait à quel point, en fait, les hommes, quand ils sont seuls, ils sont juste tristes et agacés d'être seuls. Et ils deviennent des incels et ils insultent les femmes, etc. Je l'ai vu littéralement, genre, avant de venir, je pense. Et les femmes, au contraire, quand elles sont seules, bah, elles rejoignent des groupes de yoga, elles font des trucs de céramique, elles découvrent des nouveaux sports qu'elles n'ont jamais fait, elles font des petits voyages improvisés avec leurs copines. Mais il y a énormément de mecs qui, non, en fait, ils sont en attente. C'est des NPC en train d'attendre d'être choisis pour être en couple, et après, boum, ils se réveillent en tant qu'être humain. Et je trouve ça beaucoup trop triste, en fait. Il faut peut-être changer aussi notre définition de les amitiés et ce qu'on fait avec nos amis. Ouais. Typiquement, moi, j'ai ma meilleure pote. Très souvent, on mange ensemble, on regarde un film et après, on parle pendant le film. C'est ce qu'on fait, en fait. On adore faire ça. On a même tourné des vidéos YouTube où on fait littéralement que ça. Et à un moment, je me suis dit, mais j'en ai marre qu'on fasse ça. Pourquoi on ne va pas se promener à Beaugrenelle et on se promène et on regarde les magasins, par exemple, les vitrines et tout ça. Et on a fait ça. Et c'est trop drôle parce que dans ma tête, je suis en mode, j'ai l'impression que je vais à un date. Parce que, je sais pas, j'avais tellement pas l'habitude, en fait, de faire des nouvelles choses avec les potes que j'ai déjà. Et du coup, je me suis dit, waouh, pourquoi, en fait, j'ai cette impression dans ma tête lorsque on allait juste se balader, en fait. Mais c'était un truc nouveau qu'on faisait jamais. Et du coup, oui, c'est important, je pense, de se challenger et faire des choses nouvelles avec ses potes aussi. Et comme ça, tu te retrouves pas à oui, je sors de chez moi que quand j'ai une copine, parce que le reste du temps, on est chez moi, quoi. Vraiment, je pense que les comédies romantiques ont détruit une génération. Et je pense que c'est même pas une exagération. Comme le dit le film dans 500 jours ensemble, littéralement, le mec, il le dit, c'est quoi le narrateur qui le dit? Il a grandi comme ça, autour des chansons d'amour des années 80 et des films. Et c'était hyper drôle parce qu'il disait, ce personnage-là, en fait, il interprétait toujours les comédies romantiques de la mauvaise façon. Et ce film-là, tout le monde l'interprète de la mauvaise façon. Typiquement, très souvent, si c'est des meufs, ils ont compris le film. Si c'est des mecs, ils ne comprennent pas le film. Parce qu'ils se disent, ah, mais en fait, parce qu'il n'y a pas de questionnement, en fait, très souvent. Et du coup, ils se disent, non, mais c'est ma comédie romantique préférée, mais littéralement, ça, c'est une anti-comédie romantique. Parce qu'il te montre à quel point tout ce que tu sais des comédies romantiques et tout ce que tu sais de l'amour, c'est faux, c'est superficiel. C'est littéralement, la première fois qu'ils couchent ensemble, ils sortent de l'appartement et ils dansent. Et tout le monde autour de lui danse avec lui comme dans une comédie romantique, dans un musical, en fait. Mais en fait, ça se passe pas comme ça, quoi. Il y a ce truc ça fait tellement de mal, en fait, quand t'es jeune, de te rendre compte que l'amour n'est pas comme ça, que l'amour est beaucoup plus difficile. Et après, t'as tes parents qui te parlent de l'amour et qui te disent « Ah, l'amour, c'est des sacrifices ». De comment c'est vendu par les films et par les vieilles générations, l'amour, c'est nul. En tout cas, l'amour en couple avec quelqu'un. Parce que l'amour que t'as avec tes amis, on l'a dit, c'est différent. Mais c'est pitché d'une mauvaise façon, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a plein de relations que je trouve qui ne fonctionnent pas finalement. Parce qu'on a une mauvaise vision de l'amour. On a des attentes qui sont là-haut. Et moi, typiquement, j'étais quelqu'un qui était très romantique quand j'étais plus petit. Parce que je suis plus petit maintenant. Et j'ai arrêté d'être romantique, en fait. Parce que je me suis pris beaucoup trop de déceptions. Typiquement, j'avais organisé un date avec une meuf où c'était un date surprise. Bon, c'était pas notre premier date, hein, parce que ça peut faire un peu peur, un date surprise. Genre, je lui avais pas dit ce qu'on allait faire, en fait. Mais on se connaissait déjà parce on étudiait ensemble. Et je crois que c'était le deuxième ou troisième date. Du coup, on était allé à Coventry, c'était en Angleterre, et c'était une Française. On était allé d'abord au restaurant, et ensuite, elle était en mode, du coup, c'était ça, on allait au restaurant, c'était ça le truc du date. Et du coup, je l'ai amené à une patinoire. Je l'ai ramené faire du patinage, sachant que je n'en avais jamais fait de ma vie. Je l'ai compté, je me rappelle toujours, je suis tombé 11 fois. J'ai passé la pire soirée de ma vie. Mais il y a eu un moment, en fait, du coup, moi, j'étais très souvent sur le côté. Et il y a un moment, elle était très, très bonne. Elle adorait ça. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi le date. Et elle faisait des tours. À un moment, en fait, elle vient par derrière, elle me tient la main, elle me fait un bisou sur la joue, et après, elle me tire avec elle. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon, quoi. Et après, on a passé la soirée juste à se faire des câlins et on a dormi ensemble. Et c'était la première fois que je dormais avec quelqu'un et que j'avais l'impression que ça faisait vraiment reset. Dans le sens, tu t'endors, tu te réveilles le lendemain matin, genre en faisant un câlin à quelqu'un. Première fois de ma vie.
Et je me suis pris tellement de déception après ça, parce que ça marchait jamais, ou sinon c'est que finalement j'ai juste arrêté d'être quelqu'un de romantique, comme on le voit dans les comédies romantiques. Il y avait ce truc de How I Met Your Mother. Bon, je critique énormément Ted parce que je le trouve hyper toxique, ce mec. Vraiment, il est désastreux. Mais par contre, je trouve qu'il y a pas mal de gestes romantiques qu'il fait qui sont hyper mignons et que dans un bon contexte, ça peut très très bien marcher. Moi, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune et j'ai arrêté d'être comme ça. J'ai arrêté juste parce que, en fait, je pense que tu t'exposes beaucoup trop quand tu fais ce genre de gestes et que du coup, tu te mets tellement d'attentes que c'est impossible que t'en sois content. Et du coup, finalement, oui, moi-même, j'ai enlevé l'amour de l'amour. Dans le sens où j'étais en couple avec des gens et c'était comme être ami avec eux, mais on couchait ensemble. Et ça, c'est un peu ce qui est ma pratique de l'amour au courant des dernières années, où je ressens plus trop la différence entre avoir une pote et avoir une copine. Et du coup, c'est un truc que j'ai envie de changer, mais je ne sais pas trop comment le changer. Parce que j'ai l'impression que c'est trop tard. Non. Genre, là, je viens d'avoir 30 ans. Je commence à faire des choses que mon père, il fait aussi. Mais par contre, mon père, il était déjà marié, il avait des enfants à mon âge. Du coup, en fait, je me dis, est-ce que c'est trop tard? Dans le sens, là, j'ai découvert à Noël que j'avais pris 5 kilos et que j'ai commencé à ronfler. Genre, jamais de la vie, je ronflais de ma vie. Et le ronflement, c'est un truc que j'associe au papa, quoi, tu vois, ou au grand-père. Et du coup, je me dis, waouh, je me fais vraiment vieux. Et je passe la plupart de mes soirées, je rentre chez moi, je regarde un film et je suis hyper content juste d'être posé chez moi, quoi. Du coup, je me dis, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui a la même vibe que moi? Parce que pour l'instant, en fait, j'y ai pensé, je suis jamais sorti avec quelqu'un qui aime les films. Jamais. Et je suis obsédé par les films. J'ai une chaîne YouTube sur les films. Je regarde minimum 300 films par an, énormément de séries aussi, et je fais ça depuis mes 13 ans. Et je trouvais ça trop bizarre. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Je suis jamais sorti avec une meuf qui aime des films. Et je sais pas comment j'ai continué à dater des meufs qui n'étaient pas intéressées par le truc qui me donne envie de vivre, en fait. Du coup, voilà. Ça, c'est comment j'ai envie de changer les choses. Et c'est pour ça que je préfère être célibataire maintenant et être dans ma solitude, parce que j'ai plus envie de settle. J'ai plus envie de me dire, bon, on verra. Je veux flasher sur la personne, niveau personnalité, niveau physique, niveau hobby, et que ça fonctionne comme ça. Et surtout, en plus, les meufs qui sont cinéphiles, elles sont à la maison en train de regarder des films. Du coup, tu les rencontres comment? Littéralement. Tu fais des ciné-clubs, ça existe ça, non? Oui, tu peux faire des ciné-clubs. Moi, je pense que je vais la rencontrer au cinéma, sinon. Il y a un bar qui a ouvert dans le 11e ou 19e, je sais plus, où la nana, c'est un bar et au sous-sol, elle diffuse des films. Oh, stylé. Il faut que je te trouve J'ai vu ça et ça a l'air trop bien et je me suis dit qu'il fallait que je teste. Tu peux boire ton verre et il y a un cinéma en bas et elle diffuse des vieux films. C'est cool, hein? C'est trop stylé. J'aime trop le concept. Surtout, je me dis, de toute façon, je vais la rencontrer au cinéma, je suis à 100% sûr. Parce que c'est drôle, parce que sur Internet, il y a énormément de femmes qui aiment le cinéma et qui aiment les jeux vidéo. Mais bizarrement, elles sont jamais à côté de moi, quoi. Du coup, je les rencontrerai jamais. Mais voilà. Du coup, si je pouvais terminer en disant quelque chose, je dirais c'est mieux d'être célibataire que de commencer des couples, en fait, qui n'ont pas vraiment de base solide. Il faut voir le couple comme quelque chose au-delà de l'amitié aussi. Pas quelque chose qui remplace l'amitié, pas quelque chose qui va remplacer ta famille, mais quelque chose qui va au-delà. Et pour être au-delà, il faut que ce soit le minimum nécessaire. Et le minimum nécessaire, c'est qu'il faut qu'on soit des bons amis, alors. Et voilà, je pense que c'est peut-être ça la clé. Merci beaucoup. In bed